nous allons terminer notre riche journée par une table ronde qui pourra sembler peut-être un peu plus incongrue. Donc, il faut un trouble-fête dans un colloque. Alors, dans un colloque pascalien, le trouble-fête ne peut être qu'un jésuite. C'est Teilhard de Chardin qui va jouer ce rôle. Donc, le développement économique et le sens de l'histoire. Le temps va nous être un peu compté et les participants que je vais représenter tout de suite du panel semblaient être d'accord. Alors, je n'ai pas pu m'entretenir avec le père François Heuvet. J'espère qu'il acceptera cette proposition un petit peu différente des autres fonctionnements. Je trouverais intéressant que, dans un premier temps, chacun d'entre vous, très rapidement, formule un rapprochement et une opposition dans une espèce de présentation liminaire qui nourrira après des échanges peut-être nourris, plutôt que de juxtaposer de trop longs discours qui risqueraient de... Peut-être une exception pour vous. Non. Comme tu veux. Mais bon, on m'a dit que Poutine aimait Pascal. Alors, est-ce que les gens qui travaillent sur Pascal aiment Poutine? Est-ce que je vais me transformer en dictateur? Peut-être pas. Bon, en tout cas, un certain nombre de personnes vont prendre la parole que vous avez déjà entendues à d'autres occasions, mais qui ont une casquette teilhardienne. Voilà. Et à cela se rajoute donc François Heuvet, professeur au Centre Sèvres, rédacteur en chef de la revue Études, et lui, véritable spécialiste de Teilhard de Chardin, donc qui est véritablement notre garde-fou dans cette table ronde, et donc qui va être à distance et qui, je pense, nous entend. Gérard Ferrérol, que vous avez entendu à plusieurs reprises dans ses interventions toujours pertinentes et percutantes, qui, alors lui, est un des grands spécialistes de Pascal, l'auteur d'une annotation qui reste vraiment une annotation de référence des pensées, et puis d'un Pascal ou la raison du politique, d'une réflexion sur Pascal et l'imagination, voilà. Et un économiste que nous n'avions pas encore pu entendre, voilà, et que je suis heureux d'accueillir, donc Pierre Jacquet, professeur à l'École des Ponts, ancien président du Global Development Network, donc quelqu'un qui me faisait savoir en particulier toutes ses activités, la richesse de ses activités en concernant le développement et dans des pays loin du nôtre, comme Teilhard de Chardin lui aussi a pu arpenter des terres loin de nous. Alors, pourquoi rapprocher Pascal de Teilhard de Chardin? Est-ce que l'un a y gagné par rapport à l'autre? Est-ce que c'est ce que j'espère, sans être sûr du résultat, en entamant cette table ronde, c'est que ces deux auteurs qui sont suffisamment antagonistes, mais en même temps suffisamment proches pour que de leur opposition puisse surgir un éclairage mutuel. Alors, est-ce qu'on laisse peut-être la parole à notre invité à distance dans un premier temps, de peur qu'il se sente oublié? Est-ce qu'il nous entend? Il n'y a qu'à commencer par Gérard. Alors, bon, on commence par Gérard. D'accord. Sur le sens de l'histoire, alors? Alors, sur les raisons de... Oui, mais tu développeras plus tard aussi. D'accord, parce qu'il y a toute une série de différences, mais aussi de rapprochements possibles. Enfin, ça, nous les mettrons au point autant que possible dans notre discussion. Donc, je commence par la question du sens de l'histoire. Bon, l'idée d'un sens de l'histoire s'oppose naturellement à celle d'une histoire qui serait conçue simplement comme un chaos. Et cette histoire chaos, c'est bien celle qu'on a l'impression de lire, en effet, dans Pascal. On voit chez lui que l'histoire tourne un peu comme la roue de la fortune, où ceux qui sont au sommet un jour sont précipités le lendemain. C'est vrai pour des individus. Pascal, c'est le fragment 96, donne l'exemple de Charles Ier d'Angleterre, du roi de Pologne, Jean de Casimir, mais cela est vrai aussi des peuples. Là, c'est le fragment 691 que je cite. Les peuples de Grèce et d'Italie, de Lacédémone, d'Athènes, de Rome
et les autres qui sont venus si longtemps après et qui sont péris il y a si longtemps. Donc, l'histoire semble être le cimetière des empires, donc un véritable chaos. Alors, ce que je voudrais faire, c'est essayer de dégager des éléments qui nous permettent de relativiser, voire de dépasser cette impression de chaos. Nous retrouvons le Pascal optimiste, si j'ose dire. On verra que ce n'est pas tout à fait le cas quand même. Premier élément, donc, c'est que le fait que la succession des événements n'est pas absurde. Elle est une suite de causes et d'effets. La décapitation de Charles Ier d'Angleterre, l'échec du roi de Pologne, la chute de Rome n'arrivent pas sans cause. Ces événements sont eux-mêmes, à leur tour, cause d'autres événements. Et il est même possible de déterminer chez Pascal une sorte de typologie des causes qui s'exercent dans l'histoire. Je retrouverai d'ailleurs un concept qui a été énoncé tout à l'heure, c'est la force avant toute chose. C'est elle qui intervient dans les conflits entre États, dans les frondes au sein des États, et puis même au principe de la constitution des États. Là, c'est le fragment 668 où Pascal veut nous représenter les hommes à l'origine de la formation de l'État. Et Pascal écrit, il est sans doute, c'est-à-dire sans aucun doute, comme d'habitude, il est sans doute qu'ils se battront jusqu'à ce que la plus forte partie opprime la plus faible. Donc, première causalité. Une deuxième causalité qui entre en jeu, c'est celle de l'opinion. Si la force règle tout, c'est ce que dit le fragment 632, l'opinion est celle qui use de la force, dit un autre fragment, le 463. Opinion, pour Pascal, c'est l'imagination. Et il nous dit d'ailleurs, les actions des hommes ne branlent presque que par ces secousses, celle de l'imagination. Donc c'est le second facteur capital dans l'histoire. Comment agit-elle, l'imagination ? En faisant apparaître une action comme désirable. C'est-à-dire que l'imagination meut en l'homme ce que Pascal appelle, après Saint-Augustin, la concupiscence. Alors c'est évident pour la concupiscence charnelle, avec l'exemple qu'on a déjà croisé, qui est canonique, de Cléopâtre, de son fameux nez, Cléopâtre dont la beauté déclenche la guerre civile à Rome et change la face de la terre. Et puis évidemment, il y a une concupiscence qui est particulièrement productrice d'histoire, c'est celle des conquérants, la libido dominandi, le désir de dominer. Alors, on voit les exemples d'Alexandre, de César, d'Auguste, c'est le fragment 82. Donc l'histoire n'est pas un chaos absurde, puisque trois facteurs, dirais-je, peuvent rendre compte de tous les événements. La concupiscence, l'imagination, parce que l'imagination excite la concupiscence, et puis la force, parce que la force permet d'assouvir la concupiscence. Donc c'est le premier élément qui montre une certaine intelligibilité dans l'histoire, ce qui ne veut pas dire qu'elle devienne transparente. Un deuxième élément dans l'histoire permet de constater un sens, limité certes, mais indéniable, c'est le progrès sans fin et sans interruption des sciences qui sont, comme dit Pascal, soumises à l'expérience et au raisonnement. Les mathématiques, la physique, la médecine, etc. Et puis il en va de même, bien sûr, pour leurs applications pratiques. Et c'est la même pour Pascal la grande différence avec les animaux. L'animal est figé par son instinct dans la répétition. Il y a cette formule de la préface du traité sur le vide. Les ruches des abeilles étaient aussi bien mesurées il y a 1000 ans qu'aujourd'hui. Et on relèvera que Teilhard reconnaît à Pascal le sens de l'histoire et du progrès collectif. Dans son ouvrage « L'énergie humaine », alors qui date de 1937, il cite avec approbation la préface sur le traité du vide. La série des hommes peut être considérée comme un seul homme qui subsisterait toujours et apprendrait continuellement. Alors, en revanche, sur la question d'un progrès moral de l'humanité, peut-être que l'accord serait plus difficile entre eux, encore que Pascal ne le nie pas complètement. Avec la venue du Messie, il nous dit, c'est fragment 332, toute la terre, qui auparavant était plongée dans la concupiscence, toute la terre fut ardente de charité. Donc voilà un deuxième élément qui montre un sens de l'histoire, encore une fois limité. Alors est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce qu'on peut passer d'une direction sectorielle, celle de la science et de la technique, à une signification globale ? Donc ça sera mon troisième point.
Alors, au milieu des disparitions successives des empires, Pascal a remarqué une exception, celle de la subsistance improbable d'un petit peuple, le peuple juif. Et il nous dit au fragment 681, « Ce peuple n'est pas seulement considérable par son antiquité, il est encore singulier par sa durée, qui a toujours continué, depuis son origine jusqu'à maintenant. » Alors, d'où la formule d'un autre fragment, 690, « La protection de Dieu paraît dans les Juifs. » Mais une seconde pérennité, également improbable, retient aussi l'attention de Pascal, c'est celle de l'Église. Et ces deux pérennités, à ses yeux, n'en font qu'une et constituent ce qu'il appelle la perpétuité de la religion chrétienne dont le Messie est annoncé dans l'Ancien Testament. Alors on sait que la plus grande épreuve du christianisme, pour Pascal, réside dans la réalisation des prophéties. D'où le fait que l'histoire trouve un centre. Le cosmos n'a pas de centre pour Pascal, puisqu'il est infini. Mais l'histoire a un centre, c'est Jésus-Christ. Un fragment 7, Jésus-Christ que les deux testaments regardent, l'Ancien comme son attente, le Nouveau comme son modèle. Saint Augustin envisageait trois principes possibles pour donner un sens à l'histoire. Il disait, il y a le hasard, il y a la fatalité, et il y a la providence. Avec Pascal, et d'ailleurs aussi avec saint Augustin, la prophétie exclut le hasard, la liberté humaine exclut la fatalité, il reste la providence. Alors une illustration de ce principe providentiel se lit au fragment 348, qu'il est beau de voir par les yeux de la foi Darius et Cyrus, Alexandre, les Romains, Pompée et Hérode agir sans le savoir pour la gloire de l'Évangile. Alors on dira peut-être que cette histoire ne concerne que le devenir du christianisme, mais le devenir du christianisme est pour Pascal absolument lié, indissociablement lié au devenir tout simplement de l'humanité. Parce que pour Pascal, la finalité de l'histoire, c'est la constitution de la Jérusalem céleste. C'est-à-dire que lorsque le nombre des élus sera complet, la porte sera fermée. C'est-à-dire que l'histoire sera terminée. Et la fin de l'Église terrestre marquera aussi la fin du monde. Alors, bon, c'est ce que l'on peut tirer d'un texte qui est peu fréquenté et qu'il faudrait peut-être interpréter davantage. C'est le texte qu'on appelle le projet de mandement, enfin qui s'intitule projet de mandement. Et là, il me semble qu'on voit une différence avec Teilhard, parce que pour Teilhard, il semble qu'on puisse dire, alors l'interprétation est toujours délicate, que la fin de l'histoire, la parousie, arrivera à un point maximal de maturation de l'humanité. Et il semble pour Pascal qu'elle arrivera à un moment de décadence maximale de l'Église. En tout cas, Pascal prend au sérieux et cite le verset 18:8 de Luc que, à ma connaissance, qui est très limitée, Teilhard ne cite pas. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Alors, je conclus, mais pas une conclusion qui ouvre le débat. Je dirais que Pascal s'intéresse beaucoup à l'histoire, puisqu'il y voit les preuves et les signes de la corruption humaine, et puis la preuve que Jésus-Christ est le Messie, alors que Teilhard s'y intéresse peu. Et je crois que la raison de cet intérêt moindre chez Teilhard, c'est l'extension du champ temporel chez lui. Teilhard reproche à Pascal d'ignorer ce qu'il appelle le gouffre du passé. Parce qu'en effet, pour Pascal, comme pour tous ses contemporains, le monde a été créé à peu près 4000 ans avant l'incarnation, alors que Teilhard fait remonter la vie à 600 millions d'années avant Jésus-Christ. Du coup, évidemment, l'élargissement extraordinaire de cette perspective noie quelque peu le court moment des temps proprement historiques. Teilhard cite très peu de grands noms de l'histoire, et il reconnaît lui-même, c'est dans le texte « Activation de l'énergie », 42, il reconnaît lui-même qu'il ne s'intéresse pas à ce qu'il appelle le détail des empires, des guerres, des cultures. Et sur les grands événements qui lui sont contemporains, par exemple la Seconde Guerre mondiale, il a un point de vue qu'on qualifierait non pas d'historique, mais presque de méta-historique. Il considère qu'il y a un point positif dans la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'elle est mondiale. C'est-à-dire qu'elle va dans le sens d'une unification du monde.
Alors, je termine par là, corollaire de ces intérêts différenciés de Pascal et de Teilhard pour l'histoire, leurs intérêts différenciés pour la politique. Pascal a un regard aigu sur la politique, alors qu'on peut peut-être dire qu'il n'y a pas vraiment de pensée politique de Teilhard, que la politique est pour lui essentiellement, comme disait un de ses bons commentateurs jésuites, le père Pontet, un prolongement du biologique. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci, oui. Merci Gérard pour un certain nombre de propositions qui sont extrêmement excitantes et que j'espère qu'on aura le temps de faire résonner. Un rapport finalement contradictoire à l'histoire. Le plus historien des deux n'est pas forcément celui qu'on croit, ou en tout cas l'histoire de chacun n'est pas la même. Voilà. Et donc deux penseurs, chacun à leur manière, penseurs de l'histoire, mais qui ne mettent pas la même réalité sous le même mot d'histoire. Et moi j'avais noté comme une des pensées qui est souvent commentée, qu'on pourrait imaginer être teilhardienne. Je me demandais si je la citerais ou non. L'histoire de l'Église doit proprement être appelée l'histoire de la vérité. Est-ce que parler d'une histoire de la vérité, dire que la vérité a une histoire, est-ce que ça met Pascal dans le camp de Teilhard ou pas? Bon, je vais peut-être laisser la question en suspens, mais en pensant qu'il faudra quand même qu'on la pose. Alors, bon, puisque les choses ont pris un autre cours que celui que j'imaginais, eh bien, on va laisser se faire, là. Donc, on va donner la parole au deuxième intervenant qui était sur notre liste. On n'a toujours pas. Comment? On n'a toujours pas en ligne François Heuvet. On l'a en ligne, François Heuvet? On m'a dit qu'il était en ligne. Non, j'avais été Je vérifié. suis avec vous, m'entendez? Ah oui, on vous entend. Est-ce que vous avez entendu l'exposé de Gérard Ferrérol? J'ai non seulement entendu, mais fort apprécié. Bon, alors, c'est une bonne chose. Alors, est-ce que vous acceptez que je vous donne tout de suite la parole pour essayer, au moins dans un premier temps, avant de la reprendre plus tard, de nous donner le plus schématiquement possible ce qui vous paraît être les éléments d'un rapprochement et les éléments d'une distanciation. Est-ce qu'il y a un bénéfice? J'aimerais vous poser la question ainsi. Est-ce qu'il y a un bénéfice à mettre en rapport Pascal et le père Teilhard de Chardin? Est-ce que la confrontation des deux est peut-être de nature à nous les faire mieux comprendre l'un et l'autre? Oui, je crois qu'effectivement, il y a certainement un bénéfice. Alors, je suis un peu désolé, ayant été recruté un peu tardivement à cette table ronde, je n'ai pas eu malheureusement le temps d'étudier suffisamment à fond le dossier, et en particulier de regarder ce travaux du père Pontet, que Gérard Ferrérol a cité, qui a fait un ouvrage de comparaison. J'ai réalisé que Teilhard citait assez fréquemment Pascal. Il faudrait voir effectivement dans quelle mesure il le comprend ou pas. En tout cas, je ne peux que raisonner avec ce que Gérard Ferrérol a dit à l'instant, et je crois que ce sont les points de rapprochement et les divergences aussi. Le refus de l'absurde, en particulier, le sens de l'histoire. Peut-être je commencerai volontiers par une remarque introductive. Le risque qui est fréquent chez les lecteurs de Teilhard, le risque de systématiser Teilhard. Teilhard n'est pas un systématicien, même si parfois certaines expressions peuvent donner ce sentiment.
ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire la fin de l'histoire, c'est la communion des saints. Le point oméga, c'est pas... oui, c'est effectivement le Dieu tout en tous du Corinthiens. Donc le balancement entre cette idée d'une dérive, comme il dit, d'une démarche quasiment inéluctable de l'histoire vers ce point oméga, et de l'autre côté, l'importance donnée à la liberté de la personne humaine. L'assistance mise sur la liberté de la personne humaine le rend aussi très sensible à la question du mal. On peut dire, ces commentateurs comme Henri Bubac ou Bruno Solage soulignent à quel point la question du mal est omniprésente chez lui. C'est le premier essai perdu qui est consacré à la question du mal. Même si certaines de ces expressions, justement, donnent le sentiment que le mal il n'a pas vraiment de consistance. Et c'est là qu'on voit aussi l'impact de la foi chrétienne, c'est-à-dire le mal est vaincu, est déjà vaincu dans la résurrection du Christ. Nous sommes à certains égards déjà à l'heure de Pâques. Donc il y a à la fois le sens d'une certaine dramatique de l'histoire, mais cette dramatique de l'histoire apparaît souvent comme recouverte par l'histoire de la nature. J'ai trouvé cette expression chez un troisième commentateur, Jacques Crespi. Alors c'est pas sur Pascal, mais c'est sur Augustin. L'éthos augustinien renvoie à une dramatique de l'âme, l'éthos théologien à une histoire de la nature. Et je pense que c'est assez juste, même si, encore une fois, il ne faut pas non plus négliger chez Teilhard la place de la liberté. Mais c'est récapitulé sous l'angle d'une histoire de la nature. Est-ce que je peux vous poser une question à ce sujet-là, peut-être pour rendre votre présence encore plus interactive avec nous? Un des premiers problèmes de Teilhard avec le magistère, ça a été cette note sur quelques représentations historiques du péché originel. Et je me disais, en préparant notre rencontre et en retrouvant cette idée-là, il y a un malaise de Teilhard avec le péché originel, et le péché originel est au cœur même de la pensée de Pascal. Tout à fait. Voilà effectivement une différence sensible. Teilhard avoue dans ses notes de retraite, je le cite, le péché m'affecte peu. Alors on pourrait évidemment faire de Teilhard quelqu'un qui ne pas un libertin, ce serait tout à fait faux, mais effectivement, on peut reconnaître cet élément-là, que le péché originel comme une sorte d'accident de parcours, si vous voulez. Et on peut avoir le sentiment qu'effectivement, chez Teilhard, la condition humaine n'est pas profondément affectée par cela. De ce point de vue-là, sa vision est peut-être plus proche d'un Saint-Irénée, par exemple, que d'un Augustin. Mais en même temps, on peut aussi considérer que sa vision du péché s'inscrit dans une prise au sérieux, comment il faut dire, de la résurrection du Christ. Pour lui, la croix, pour lui, la contemplation dans le crucifié, il voit déjà la ressuscité. Je pense que c'est peut-être l'image qui serait la meilleure. Dans le crucifié, il ne voit pas dans l'effet du péché de l'humanité, perversion du mal et cette corruption profonde, que la victoire déjà acquise là-dessus dans la résurrection. Voilà. Donc, je crois qu'il ne faut pas. On parlait d'optimisme tout à l'heure, optimisme. Il y a effectivement, s'applique lui-même le mot d'optimisme, mais comme disait, je pense, Henri Dubac, son optimisme est un pessimisme surmonté par la croix du Christ. Je crois qu'il y a les deux, il y a une dialectique profondément, c'est peut-être là justement, ça peut rejoindre Pascal, il y a des dialectiques profondes qui souvent est masquée par des expressions affirmatives, comme il dit le mal n'existe pas, une plus caricaturale, ou d'autres formulations qui sont évidemment très problématiques. Merci beaucoup de cette
première mise en place. Surtout, intervenez très librement, car vous êtes à cette table la seule personne réellement compétente. Donc, il ne faut pas hésiter à couper tous les intervenants que nous sommes, mais ça n'est pas notre incompétence qui nous empêchera de parler, il ferait beau voir. Donc, on va continuer le tour de notre table. Alors, est-ce que je vous donne la parole, Monsieur Jacquet ? Merci, mais je suis bien embarrassé parce que je vais descendre un petit peu d'un cran et je vais retenir surtout dans le titre l'idée de développement économique et sans prétendre évidemment être spécialiste des travaux de Pascal, que je ne suis pas. Mon approche est plutôt celle d'un économiste praticien de l'aide au développement et qui, dans la relecture des pensées, a trouvé un certain nombre de remarques qui ont suscité au moins la réflexion. Et je terminerai par une question d'ailleurs sur la fin de l'histoire, parce qu'il me semble, je peux même peut-être commencer par là, parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs exceptions, et je voulais vous demander, à vous tous qui connaissez bien à la fois Pascal et Teilhard, si ce que l'on peut trouver chez eux, qui documente une idée de fin de l'histoire, se rapproche de la fin hegélienne de l'histoire, qui est une notion, à mon avis, un petit peu différente, et que Kojève, d'ailleurs, interprétait en disant la fin de l'histoire, c'est la fin de la pensée. C'est le moment où tout le monde sait comment bien penser. Et donc, si tout le monde pense pareil, il n'y a pas besoin de continuer à penser. Donc, c'est le retour à l'animalité. Donc, je voulais savoir comment on peut positionner les travaux de Pascal et de Teilhard face à cette vision téléologique hegélienne de la fin de l'histoire. Et alors, lié à ça, et ça m'a frappé aussi dans les discussions, où on a tout à l'heure caractérisé Pascal en disant il recommande d'observer le réel et l'action suivra sur la base de cette observation, grâce à la raison. Et ce n'est pas ce que j'ai compris de l'utilisation de la raison chez Pascal, parce qu'il m'a semblé que chez Pascal, la connaissance scientifique reste toujours incomplète. Et donc le raisonnement à partir de la connaissance va nécessairement rester partiel et partial, puisque la connaissance était complète. Donc il faut choisir ce sur quoi on va raisonner. Et c'est ce sur quoi on connaît, mais par définition, comme on ne connaît pas le reste, ça reste partiel et partial, puisqu'il y a au début un choix de l'utilisation des arguments. Et donc l'utilisation de la raison reste subjectif. Et ce point de vue oriente le raisonnement par le choix des arguments de celui qui argumente. Et il me semble que ça faisait écho aux travaux relativement récents de Hugo Mercier et Dan Sperger, qui s'appelle dans leur livre qui s'appelle The Enigma of Reason, l'énigme de la raison, et dans lequel ils défendent l'idée que la raison ne permet pas d'atteindre la vérité, mais qu'elle sert principalement à argumenter pour convaincre ses interlocuteurs. Et je crois que c'est une observation à méditer lorsqu'on essaie de formuler des prescriptions pour aider les pays en développement, parce qu'en fait, on raisonne pour eux et ça n'est pas satisfaisant. Voilà. Et alors, est-ce que c'est une bonne lecture de Pascal, cette idée que la raison reste subjective ? Et je ne l'ai pas trouvé dans les débats de notre journée, où j'ai plutôt trouvé une certaine confiance dans la capacité de raisonner scientifiquement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est une grande difficulté. C'est le moment idéal de la poser. C'est une très bonne question, elle est essentielle pour parler de Pascal, je suis très content que vous la posiez. Mais peut-être je vous laisse... Vous voulez qu'on s'arrête ou continuer votre propos ? Non, c'est vous qui êtes... Moi, je peux réintervenir après, donc je n'ai pas de problème à ce qu'on parle de la raison, comme vous, oui. comme vous préférez. Non, la question est essentielle. Je crois alors... Vous la sentez comme teilhardienne en plus, comme nous mettant... Non, alors franchement non, je ne connais pas suffisamment Teilhard pour la sentir comme teilhardienne. Mais... Parce que, bon, moi j'ai une petite compétence pascalienne, je n'en ai pas vraiment une grande à propos de Teilhard de Chardin, mais il m'a semblé qu'il y avait chez Teilhard de Chardin une espèce de souci d'élucidation intégrale, un très grand malaise devant la dimension mythique ou mythologique de l'anthropologie chrétienne, le péché originel, l'Éden, des choses comme celle-là. Et j'aurais volontiers mis la chose en rapport avec cette pensée de Pascal dans l'alias qui est l'alias essentiel pour traiter le sujet que vous mettez sur la table, qui est l'alias soumission au usage de la raison. Où là, il y a vraiment les éléments d'une articulation des deux. Et je me contenterai d'un seul texte, puis je m'arrête là. Si on soumet tout à la raison, notre religion n'aura rien de mystérieux et de surnaturel. Oui. Si on choque les principes de la raison, notre religion sera absurde et ridicule. Donc,
il y a chez Pascal, et c'était vraiment un élément difficile à analyser, il y a une grande nécessité de la raison et une confiance limitée. Mais une confiance limitée, ça ne veut pas dire une absence de confiance. Hein. Et alors, en même temps, mais je n'ai pas noté les passages correspondants, il y a aussi, me semble-t-il, l'idée que la raison est utilisée de façon différente par différents agents, différentes populations, parce qu'elle est marquée par l'environnement, la culture, Oui. enfin, voilà, et par la façon de voir les choses. Elle est marquée par l'opinion. Voilà, il y a un petit peu ça quand même. Mais malheureusement, je pense. La parole va être rendue, mais j'aimerais bien savoir ce que le père Evé pense de cette proposition. Est-ce qu'un souci d'élucidation intégrale marquerait la pensée du père Teilhard de Chardin, c'est-à-dire de réconcilier complètement les données scientifiques et les données philosophiques et les données religieuses? J'ai rencontré récemment un physicien à la retraite. Je lui ai dit, je suis très embêté, je vais modérer une table ronde sur Teilhard de Chardin, rends-toi compte ce que je vais faire là. Et il me dit, ah, Teilhard de Chardin, j'ai tout lu, je le connais absolument. Alors c'est un homme qui est à la retraite depuis une quinzaine d'années, un grand physicien. Voilà. Et j'étais très surpris d'apprendre que pour cet homme, Teilhard de Chardin avait représenté, pendant toute sa jeunesse et pendant toute sa carrière de physicien de haut vol, voilà, une sorte de garantie. Et alors, mettant ça en rapport avec Pascal, voilà, et je voudrais bien entendre un vrai connaisseur de Teilhard de Chardin nous dire ce qu'il en pense. J'ai l'impression que Pascal s'accommode assez bien, enfin, tente de s'accommoder d'une juxtaposition de la soumission à la raison et de l'opposition à la raison. Il accepte qu'il y ait des choses qui échappent à la raison. Il ne cherche pas une unité. Est-ce que c'est aller trop vite en besogne de dire qu'il y a une sorte de désir de faire une seule théorie globale où tout ce à quoi on croit ne ferait plus qu'un? Alors, oui, c'est pour ça que, pardon, au début de mon intervention, je mettais en garde contre une systématisation de la pensée de Teilhard. Mais le premier, il y a parfois, sinon à trouver dans le panneau, il va donner ce sentiment qu'il nous fait, dans le phénomène humain par exemple, un exposé total de l'histoire de l'univers. Et un exposé, je veux dire, objectif. C'est comme si nous, de l'extérieur, nous regardions l'histoire du cosmos depuis le commencement jusqu'à la parousie. Et donc, effectivement, une objectivation, qui est scientifique, c'est sa formation scientifique, son très tempérament scientifique, qui va tenter d'exposer de manière la plus objective possible les choses, y compris lorsqu'il s'agit de donner de la foi. Tout à l'heure, je mentionnais l'importance pour lui de la foi à la résurrection, mais évidemment, on n'est pas dans l'ordre du démontrable. Or, c'est là où il y a cette ambiguïté. Si on s'en tient au phénomène humain, on a effectivement ce désir d'exposer, qui a fait son succès et sa fascination, mais effectivement à double tranchant. Si vous regardez l'univers divin, par exemple, qui est son premier livre et qui est la clé pour comprendre la suite, là, vous avez une démarche qui est plus mystique. Il y a toute la première partie d'utilisation des activités, mais la deuxième partie d'utilisation des passivités. Il y a tout cet aspect d'abandon qui entraîne dans une dimension plus mystique. Par rapport à la science, je pense aussi à l'autre texte qui s'appelle Analyse et synthèse en Science et Christ, dans lequel justement il met en dialectique la démarche analytique de la science, positive, exposée, etc., et la nécessité d'une synthèse qui est un engagement de la personne. Il n'est pas justement, qui ne relève pas justement simplement de l'exposé au côté objectif de la science. Alors, il n'y a pas beaucoup développé ce propos, mais là encore, donc, pour répondre à votre question résumée, c'est le premier ordre où oui, effectivement, on a affaire à un exposé scientifique et de sentiment que tout est sur la table, tout est clair, exposé de manière logique, mais il y a aussi, par derrière, je veux dire, un tempérament plus mystique et plus sensible, même s'il le dit moins, ou dans sa correspondance, ou
Merci beaucoup. Alors, rendons la parole à l'économiste du développement, quand même, que j'ai coupé, pour redonner sa teneur économique aussi à notre débat. Alors peut-être, j'aurai une remarque sur le sens du développement, mais plus tard. Je voudrais rebondir aussi sur la façon d'observer le réel, parce qu'on en a beaucoup parlé dans notre journée. Alors en économie, on a plusieurs méthodes pour observer le réel, et il y en a une qui relie directement la réflexion à l'action, qui est la mesure d'impact. Et je suis assez frappé des risques de dérive, en quelque sorte, de cette pression permanente à mesurer les impacts. Et je vais m'expliquer. Il me semble qu'on a pris l'habitude de chercher à mesurer le réel avant l'action et après l'action. Et donc, c'est l'évaluation qu'on va faire d'une action avant, ex ante, qui, a priori, permet de cibler l'action vers un certain nombre d'objectifs. Et puis, après l'action, c'est une évaluation qui a pour but essentiel, me semble-t-il aujourd'hui, un but de redevabilité. On est redevable de l'utilisation de moyens pour atteindre des objectifs, et si on n'a pas bien utilisé ces moyens, c'est critiquable. Et on passe à côté, à mon avis, d'une chose absolument essentielle, qui est un des messages au moins implicites, je trouve, de Pascal, qui est l'action liée à la réflexion. Et pour ça, il faut arriver à faire la mesure d'impact pendant l'action, parce que c'est elle qui va faire réfléchir à l'action, qui va faire réfléchir au comment on agit, alors que, et je rebondis encore sur l'analogie qu'avait proposée Marc Florbet tout à l'heure sur l'économie publique, on définit les objectifs et puis on modélise pour savoir comment on va les atteindre. Mais cette modélisation, elle porte sur l'utilisation d'input de politique publique, mais elle ne nous dit pas comment on met en œuvre cette politique publique. Or, c'est là que les différences d'impact vont être essentielles. Si la politique est bien mise en œuvre, elle aura des chances de réussir, là où la même politique mal mise en œuvre échouera. Or, on a, à travers l'habitude de la mesure d'impact en économie, on a technicisé cette question du moyen. On en a fait un outil technique. On appuie sur un bouton et on a le résultat. Donc on sait ce qui marche. Et je crois qu'en économie du développement, c'est très dangereux parce qu'on va vers les pays et avec la prétention de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Or, ce n'est pas ça le développement. Le développement, c'est un apprentissage permanent de l'erreur, en quelque sorte. Et je crois que c'est quelque chose qui me frappe énormément. Et c'est vraiment la relecture des pensées qui m'a fait repenser à ça. Et j'ai pensé aussi à une maxime bien connue de Henri Bergson, qui est il faut penser en homme de pensée et agir en homme d'action. Et je pense que ça, c'est très pascalien. Et c'est pas tout à fait comme ça qu'on utilise la mesure d'impact. Je trouve que c'est dommage. Et la dernière remarque que je voulais faire avant, peut-être plus tard, de rebondir sur comment, de l'extérieur, on peut intervenir sur ce processus, c'est sur le sens du développement. Et on peut rebondir sur cette pensée de Pascal. Tous les hommes recherchent d'être heureux, cela est sans exception. Quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but. Et donc, c'est vraiment l'idée de la recherche du bonheur. Et il y a eu beaucoup de travaux récents, et Marc Florbet y a participé, en économie, sur comment essayer d'appréhender mieux cette question de la recherche du bonheur. Mais malgré la qualité de ces travaux, ils ne font pas aujourd'hui le mainstream de l'économie. Et on continue à être obnubilé par la croissance du produit intérieur brut, qui est un indicateur, mais c'est peu de dire qu'il est imparfait, très franchement. Mais c'est pourtant ça. On va parler. On va parler aujourd'hui du continent africain, et l'une des premières remarques, ça va être de parler du taux de croissance. Et je trouve que ça n'a pas de sens. Et c'est pas ça le développement. Et il me semble, et je terminerai là-dessus, que les réflexions de Pascal résonnent davantage avec une vision du développement qui est différente, mais que j'ai davantage trouvé chez un prix Nobel d'économie, qui est Douglas North, un économiste institutionnaliste, dans un ouvrage qu'il a écrit avec Barry Weingast et John Wallis, qui s'appelle Violence and Social Orders, donc qui a été traduit chez Gallimard, Violence et ordres sociaux, dans lequel il nous dit, il y a, si je fais abstraction de l'ordre social qui est aujourd'hui très minoritaire, des chasseurs-cueilleurs qui existent encore, mais de façon extrêmement limitée, il y a deux grands ordres sociaux qui dominent dans l'humanité.
il y a un ordre social à accès limité dans lequel le problème de la violence endogène à toute société est réglé par la guerre, le conflit et des seigneurs de guerre qui prennent le pouvoir et s'approprient la rente, mais ils redistribuent cette rente par ce qu'on va appeler, nous, de notre vision, copinage, corruption, clientélisme, mais c'est un ordre stable, parce que ceux qui bénéficient de la rente n'ont aucun intérêt à ce qu'elle soit remise en question, et parce qu'ils en bénéficient en partie. Et le deuxième type d'ordre social qui est stable aussi, qui est un ordre social à accès ouvert, dans lequel la rente, elle est capturée par la concurrence sur les marchés dans le domaine économique et par les élections dans le domaine politique en démocratie. Et c'est stable, pourquoi ? Parce que quand on perd la rente, on peut la reconquérir, soit en innovant quand on est une entreprise, soit en se représentant aux élections suivantes. Et il définit le développement comme le passage d'un ordre à accès limité à un ordre à accès ouvert. Et je pense que cette définition du développement est infiniment plus féconde que quelques années successives de croissance du produit intérieur brut. Voilà. Mais elle reste assez mystérieuse sur l'aboutissement de ce processus. Et je trouve ça très intéressant et très fécond pour la réflexion. Je ne partage pas. Il y a une idée de fin de l'histoire derrière tout ça aussi, cette idée de convergence vers un ordre d'accès ouvert. Il me semble que tout ce qu'on vit aujourd'hui dans nos démocraties montre que le passage à l'ordre ouvert, il reste toujours fragile. Il faut s'en méfier. Mais voilà. Oui, je trouve votre réflexion absolument passionnante et peut-être même plus pascalienne que vous ne le savez. Donc votre intuition est particulièrement juste, non pas tant pour tous les hommes recherchent d'être heureux, qui est en effet de Pascal, mais qui est une position augustinienne très, très, très partagée, hein, qui le fait appartenir à une catégorie de penseurs. Mais parce qu'il y a vraiment dans les pensées, et là on n'aura pas le temps d'en parler, mais ça vaudrait la peine d'en parler dans un cadre de réflexion sur le développement, sur l'épanouissement, sur le développement économique, une espèce de formule, alors de ce qu'on appelle à l'époque de Pascal le souverain bien, mais ce qui est une autre manière de dire le bonheur, hein, et le souverain bien doit être tel, dit Pascal, et là c'est des termes assez économiques, hein, que tous puissent le posséder en même temps sans que ça soit un amoindrissement pour l'un d'entre eux, et tel aussi que l'on ne risque pas de se le faire ôter. Il doit avoir ces deux caractéristiques. Cette caractéristique, on pourrait dire, d'être partageable et d'être imprescriptible. Voilà. Et c'est à partir de cette définition du souverain bien que Pascal congédie le divertissement, la philosophie, pour proposer une solution qui, pour lui, est la bonne, qui est la solution chrétienne. Alors, on s'en approche un petit peu avec l'adoption des objectifs d'abord des objectifs du millénaire pour le développement et puis ensuite des objectifs de développement durable qui peuvent être une tentative d'interprétation collective mondiale de ce souverain bien. Et d'ailleurs, ça fait aussi le lien avec les discussions précédentes sur l'universalisme versus le particularisme, parce qu'on peut avoir une optique de Michael Walzer, qui a été cité ici, qui est un peu différente de ce qui a été débattu, mais qui est cette idée d'universalisme réitératif, dans lequel on est tous dans des particularismes, mais l'action, elle vise à un objectif universel, et on découvre l'universalisme finalement en le faisant, et c'est un processus chaotique. Voilà. Merci. Alors, hier, on a déjà discuté un peu de cette table ronde, et Bertrand Munier me disait... J'ai trouvé un rapprochement tout à fait intéressant, alors j'étais très alerté. J'ai dit, mais lequel ? Il n'est pas question que je le dise hier soir. Donc, moi, j'attends avec impatience de lui laisser la parole pour savoir quelle est cette découverte que Bertrand Munier a faite. Oui, la raison s'aiguise quand on vous oblige à trouver quelque chose. Et donc, j'ai tâché d'aiguiser la mienne. Et j'ai trouvé un parallèle entre Pascal et Teilhard que je pourrais résumer par un concept que les économistes pratiquent depuis fort longtemps, depuis en tout cas les années 50, et qui s'appelle le second best. Alors, le second best, excusez-moi du franglais, c'est la solution de second rang. Et je crois qu'elle est intéressante aussi dans la mesure où elle permet de se sortir du débat pessimisme-optimisme. Je ne crois pas que Pascal soit un pessimiste, mais je crois qu'il est très réaliste et qu'il tient compte de contraintes qui sont inamovibles. Alors,
D'abord, un mot sur le second best et l'illustration Pascal Teilhard. Un mot sur l'optimum de second rang. Lorsque, je pense que je vais prendre un exemple, c'est peut-être plus simple. Une ville est engorgée, elle est enclavée, et finalement, une solution, je parle d'il y a 20 ans, les problèmes écologiques n'étaient pas là. On découvre que la création d'un aéroport serait une solution utile pour cette ville. Malheureusement, le seul emplacement possible pour un aéroport est de l'autre côté d'un bras de mer par-dessus lequel on ne peut pas faire passer de pont. Du coup, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a un objectif ultime. Enfin, l'optimum serait vraiment qu'il y ait un aéroport quelque part. Malheureusement, il y a une contrainte technique qui fait qu'on ne pourrait pas ouvrir la ville sur cet aéroport. Dans ce cas-là, il faut tenir compte de cette contrainte et essayer de désenclaver la ville par d'autres solutions et non pas par celle d'un aéroport. Et ces autres solutions, je finis l'illustration, peuvent conduire à faire, sur certains points, le contraire de ce qu'on aurait fait si un aéroport avait été possible. Par exemple, dans la ville en question, on aurait pu réaménager le plan d'urbanisme pour que l'accès à l'aéroport soit plus commode. Eh bien, on va le réaménager d'une façon contraire parce qu'on va adopter une autre solution. Alors maintenant, j'en viens à l'illustration Teilhard-Pascal. L'un et l'autre disent, c'est ce qui m'a semblé en tout cas, la communauté universelle de tous les biens serait l'idéal. Mais chez Pascal, on dit les passions de l'homme depuis la chute font que ce serait chimérique de poursuivre, de croire à cet objectif. Et Pascal écrit quelque part, je n'ai pas noté les références, mais je pourrais les retrouver, les hommes ont préféré à l'égalité de partage dans la vraie jouissance, l'inégalité dans la jouissance illusoire des biens. Et chez Teilhard, la gouvernance mondiale doit être le sens de tous nos efforts. Mais en attendant, et faute de mieux, second best, hein, faute de mieux, il faut développer l'initiative, enfin, il faut développer la complexité conscience et il faut adopter ce type de croissance. Alors, deuxième point, chacun des deux se rabat sur quel type de solution? Eh bien, c'est ce que je pense les économistes peuvent appeler un système auto-organisé. Ils voient le développement économique comme un système auto-organisé. Alors, un système auto-organisé, c'est un système décentralisé dans lequel chaque agent ou chaque élément poursuit son propre but. Chacun peut poursuivre le bonheur à sa façon, c'est différent, mais de telle façon que la composition de l'ensemble des actions conduise à un résultat qui n'est pas le résultat poursuivi par un quelconque des agents élémentaires. Alors, chez Pascal, ça, je l'illustre de la façon suivante. En croyant satisfaire leur concupiscence, les hommes font lien entre eux et assurent l'union de la société grâce à l'échange et au commerce. J'espère que les pascaliens ne me contrediront pas sur ce point. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est que donc chaque homme poursuit sa concupiscence et finalement, le système, lui, la composition de toutes ces décisions, ça conduit à un lien social qui n'est peut-être pas le lien idéal, mais qui est un lien, et Pascal pense que c'est fondamental. Alors, par contre, j'ai trouvé une différence entre Nicole et Domat et Pascal. Nicole et Domat, si j'ai bien compris, expliquent que la façon dont le système assure ce lien social, c'est grâce à l'intervention de Dieu. Tandis que chez Pascal, les hommes eux-mêmes l'assurent par leur activité commerciale.
Alors, moi, je dirais, du côté de Teilhard, évidemment, le but ultime du système, ce n'est pas seulement un lien social, c'est le développement de la noosphère, hein, du maximum de conscience. Et je dirais, chaque homme prend l'état du système là où il est, poursuit son but personnel, et finalement, ce que nous raconte, ce que nous explique, pardonnez-moi ce vocabulaire désinvolte, ce que nous explique Teilhard, c'est que l'évolution fait que l'ensemble de ces décisions conduit à maximiser la noosphère jusqu'au moment où on arrivera au point oméga. Alors, je voudrais juste ajouter un petit point qui sort un tout petit peu de Pascal Teilhard, mais qui est une illustration ici, c'est que on voit bien que les jansénistes, de façon générale, ont voulu favoriser le commerce par l'argument que je viens de développer. Et ce qui est très frappant, c'est qu'évidemment, ils l'argumentent pour des raisons totalement différentes des protestants, des calvinistes, hein, chez qui, au contraire, c'est la grâce de Dieu qui se mesure au succès de chacun. Ce n'est pas du tout ce que disent les jansénistes, mais ils veulent aussi favoriser le commerce. Et ce qui est frappant, c'est que le parti des dévots a réussi à écraser les jansénistes et à faire fuir les protestants et à mon avis, organiser la situation d'une France beaucoup moins prospère qu'elle n'aurait dû l'être peut-être aujourd'hui. Bon. On va demander à notre autorité teilhardienne si elle accepte cette comparaison de la noosphère et de la cité auto-organisée. Mais moi, je vous remercie d'abord de citer mon cher Pierre Nicole, que j'ai édité, que j'ai pas mal médité aussi. Je ne veux pas développer là-dessus parce que ça serait trop long. Je crois que ce que vous dites sur Nicole, c'est vrai pour l'essai de la grandeur, où là, en effet, cette espèce d'organisation est conduit à une célébration de l'intervention de Dieu. C'est pas vrai dans de la charité et de l'amour-propre. Et là, je crois que Nicole a une position beaucoup plus athée, si on peut, temporairement athée. Et il y a vraiment, et ça c'est un problème absolument passionnant, pourquoi ce sont des jansénistes qui ont été conduits à accepter cette espèce d'ordre du monde sans Dieu, ou considérer, c'est des gens qui sont profondément croyants, mais qui sont tout à fait prêts à penser que l'ordre du monde puisse se passer totalement de Dieu. Alors bon, j'ai quelques hypothèses sur la question, mais c'est pas le lieu de les donner, mais je crois que c'est une question passionnante. Hein. Alors, je voulais juste ajouter un dernier point que j'ai oublié dans l'exposé. Je n'ai pas voulu utiliser tout de suite le mot parce qu'il est peut-être un peu pédant, mais ce même concept se retrouve chez Frédéric von Hayek. Ouais. Et simplement, Hayek appelle ça, d'un nom qu'il a importé du grec, une catalaxie. Mais c'est une catalaxie, du verbe katalaxein en grec, qui veut dire à la fois échanger et faire un lien. Ah ouais. Et ça s'applique particulièrement bien à la vision janséniste, je pense. Et la catalaxie chez Hayek, alors évidemment, elle a un but un peu différent. L'idée de Hayek, c'est que chaque consommateur et chaque producteur poursuit un objectif qui lui est propre, en prenant les prix tels qu'ils sont donnés sur le marché, et finalement, leur action conduit à ce qu'il y ait un prix unique et que le marché s'organise de cette façon-là. Oui. Et au fond, c'est un cas particulier de système auto-organisé qui n'est pas exactement celui de Pascal, ni exactement celui de Teilhard, mais on peut rapprocher ça comme étant un point de contact. Est-ce qu'on serait très sommaire en traduisant catalaxie par commerce au sens plein du XVIIe siècle, qui veut dire à la fois échange de biens et fréquentation commune? C'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, je pense que grâce à notre discussion, le père Revet a eu le temps d'affûter ses arguments. Est-ce que cette interprétation de la noosphère lui paraît tenable ou non? S'il m'entend. On a perdu.
Ah, bon, ben alors on va rester. Alors on va rester avec la vérité qui nous est donnée par Bertrand Munier. Et alors, bon, Tony Gerhardt. Ouais, d'un coup des jansénistes. Non, mais alors Tony a eu l'idée dangereuse d'intituler ou de proposer comme titre à son intervention « Doit-on finalement opposer Pascal et Teilhard ?» Alors évidemment, ça donne très envie de lui donner le mot de la fin puisqu'il nous dit finalement ce qu'il faut faire. Alors avant qu'on puisse prolonger un petit peu nos échanges, je te demande, Tony, finalement. Finalement. Donc, alors, moi, ce qui m'intéressait, plus que les points communs et les différences entre Pascal et Teilhard, c'est le principe du parallèle, en fait, qui me paraît vraiment extrêmement intéressant, à condition de le déconstruire un petit peu. Au fond, pourquoi les confronter ? Dans les années qui ont suivi la première édition du Phénomène humain, en 1955, je crois, la comparaison entre Pascal et Teilhard est devenue un exercice de rhétorique obligé, une variation sur la vieille pratique scolaire du parallèle, comme on en proposait encore à cette date aux élèves qu'on invitait à confronter Corneille et Racine. Bon, de même pour voilà, il y avait Corneille et Racine et il y avait Pascal et Teilhard. Pascal a peint les hommes tels qu'ils sont et Teilhard tel qu'ils devraient être. Ouais. Donc le parallèle entre Pascal et Teilhard devient un exercice classique de la littérature théologique et philosophique, écrit Jean Lacroix dans un article du Monde paru à la fin de la décennie 1960, en 1969, à l'occasion de la parution d'un des grands moments de ce parallèle Pascal et Teilhard, qui a été la publication du livre de Maurice Ponté, Pascal et Teilhard, témoins de Jésus-Christ. L'anniversaire de la mort de Pascal en 1962 suscita la contribution d'Étienne Borne de Pascal à Teilhard de Chardin, qui a eu lieu d'ailleurs à Clermont-Ferrand. Voilà. Alors, dans l'exercice du parallèle, les raisons qui poussent à confronter les auteurs sont parfois plus utiles à l'intelligibilité de l'exercice que les arguments en présence. Le rapprochement ne va absolument pas de soi entre les deux hommes. Les contextes historiques sont différents, les contextes scientifiques, intellectuels sont radicalement différents. Teilhard n'est pas moderne au sens de Pascal, il tient compte de la mécanique quantique ou de la théorie de l'évolution, dont Pascal, malgré tout son génie, ne pouvait pas avoir le moindre début d'idée. Autre obstacle majeur en apparence au principe d'un rapprochement entre Teilhard et Pascal, la faiblesse du dialogue objectif entre les deux scientifiques. Teilhard, je me suis surtout concentré sur le phénomène humain. Teilhard cite 4 fois Pascal dans le phénomène humain, mais plutôt pour balayer rapidement des raisonnements pascaliens qu'il juge incongrus, obsolètes, périmés, plutôt que pour vraiment dialoguer avec Pascal. Les deux infinis, par exemple, qui répliquent en miroir ou comme des poupées gigognes des niveaux de réalité homothétiques de ceux qui tombent sous les sens chez Pascal, paraissent simplement puérils à Teilhard au regard des connaissances délivrées par les sciences expérimentales de son temps. Nous aimons parfois nous figurer le monde comme une série de systèmes planétaires superposés l'un à l'autre et s'échelonnant de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Encore une fois, les deux abîmes de Pascal. Ceci n'est qu'une illusion. Les enveloppes dont la matière se compose sont foncièrement hétérogènes les unes par rapport aux autres. Bon. Erreur et illusion, estime Teilhard, en raison du décalage entre la proposition de Pascal et la réalité scientifique telle que la science moderne, c'est-à-dire de 1955, l'a révélée. La confusion du lexique, abîme au lieu d'infini, suggère que la lecture a quand même été assez rapide et superficielle. L'évocation de l'infiniment petit confine là pour le coup au contresens, puisque Teilhard traite de la discontinuité du monde. Mais pour compter et décrire les grains de cette poussière, il ne fallait rien moins que la patiente sagacité de la science moderne. Les atomes d'Épicure étaient inertes et insécables, et les mondes infimes de Pascal pouvaient encore avoir leurs sirons, etc. Bon, alors Pascal n'estimait pas que les sirons étaient les atomes du monde, mais que chaque siron était divisible à l'infini, selon le principe pascalien d'ailleurs, et que des univers entiers se dissimulaient à l'intérieur de chaque microscopique vapeur, et ainsi à l'infini. Donc voilà, on est vraiment sur un contresens. Alors que finalement, le système de Pascal ressemble beaucoup plus à ce que les savants d'aujourd'hui appellent la mousse quantique, avec des petits univers au sein des quantas. Ce qui fait que la science de Teilhard de Chardin, c'est vraiment la science de 1955, c'est ni celle de Pascal, ni la nôtre. C'est pour ça que c'est vraiment très intéressant et fascinant.
Le désintérêt de Teilhard pour la cosmologie pascalienne est vraiment daté, est vraiment lié à la science de son temps. Troisième occurrence du nom de Pascal, évocation du pari. L'interprétation de la théorie de l'évolution comme progrès et spiritualisation du monde permet à Teilhard de rejeter, au nom de la science, l'argument du pari. Pour fixer le choix de l'homme dans son pari fameux, Pascal pipait les dés par l'appât d'un tout à gagner. Ici, quand l'un des deux termes de l'alternative est lesté par la logique et en quelque façon par les promesses d'un monde tout entier, peut-on encore parler d'un simple jeu de chance et avons-nous le droit d'hésiter ? Extraordinaire. Aux incertitudes pascaliennes sur l'existence de Dieu, Teilhard oppose une autre conception du hasard, celui des mutations aléatoires mais néanmoins guidées, orientées, selon un sens et une ligne. Sens et ligne si bien marqués même que leur réalité, j'en suis convaincu, sera universellement admise par la science de demain. Je sais que les Teilhardiens, les catholiques, n'aiment pas beaucoup qu'on parle d'intelligent design. Moi, j'ai l'impression qu'on a quand même quelque chose qui ressemble fort à l'intelligent design. Bon. Mais je demande point dont on pourra discuter, je ne suis pas sûr. Bon. Donc, le pari que Teilhard comprend, comme on faisait à l'époque, comme un appel à effectuer un saut de la foi à l'aveuglette, n'est plus nécessaire, puisque pour Teilhard, comme pour les théologiens naturels de la Renaissance, le monde physique saisi dans le temps est gouverné par une providence. Pourtant, en dépit de cette incompréhension et de cette mise à distance délibérée et un peu méprisante de Pascal par Teilhard, Pascal c'est des vieilleries, une science périmée, le rapprochement s'est imposé comme naturellement. Pour certaines raisons qu'on pourra trouver un peu anecdotiques, on en a déjà parlé. Ils étaient tous les deux auvergnats, par exemple. Bon, donc à Clermont-Ferrand, on voulait rendre hommage à l'enfant du pays, on célébrait à la fois Pascal et Teilhard. C'est comme ça qu'Étienne Borne, il a fait sa conférence. Bon. Voilà, donc ouais. Et le fait que leurs livres soient posthumes, à l'un comme à l'autre, bon, il y a des ressemblances anecdotiques qui ont suscité l'envie de les comparer et de les confronter. Étienne Borne, dans une étude au demeurant magistrale, considère la comparaison comme évidente et s'imposant d'elle-même. Il commence ce texte en disant qu'il saute les préliminaires pour entrer dans le vif du sujet, évitant... alors peut-être que dans ces préliminaires, il y avait justement le travail de confrontation directe de Pascal à Teilhard. À aucun moment, dans son article, il ne nous dit ce que Teilhard pense de Pascal. Donc on confronte Teilhard et Pascal, mais sans nous dire ce que l'un pense de l'autre. Comme on faisait pour Corneille et Racine. Au vu de la façon dont est construite la confrontation Pascal-Teilhard dans les années 60, alors j'en viens à ma dernière partie, ce qui paraît intéressant, c'est le principe même d'un parallèle. On a construit leur face-à-face comme celui de deux savants qui, confrontés à une crise de la science qui menaçait de ruiner le christianisme au XVIIe comme au XXe siècle, avaient, chacun de leur côté, proposé des réponses opposées, mais des réponses quand même. Il n'est pas indifférent que ce parallèle Teilhard-Pascal se soit développé dans les années 50-60, à l'époque où un Coiré ou un Foucault tentaient de définir l'histoire des sciences et l'histoire des idées en termes de rupture, de crise, de changements brutaux d'épistémée. Pascal et Teilhard incarnaient chacun le héros qui permettait de surmonter une crise intellectuelle majeure. Peu importe que les solutions proposées soient identiques ou contraires. Le parallèle permettait aussi, en pleine période conciliaire et sur fond de questionnement moderniste, d'opposer un théologien optimiste et progressiste et un autre pessimiste, crispé sur son jansénisme. C'est pas moi qui dis optimiste et pessimiste. Je ne me permettrai pas, à côté de mes voisins et en face de Laurence. Étienne Borne juge banal l'antithèse qui oppose l'optimisme teilhardien et le pessimisme pascalien. Voilà, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Voilà, bon. Je vois Laurence préparer ses tomates. Non, garde tes tomates. Bon. Alors, Pontet également oppose le Dieu caché et angoissant de Pascal au Dieu d'évidence de Teilhard. Dieu n'est pas caché chez Teilhard, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Pour Pontet, en tout cas, Teilhard est un anti-Pascal qui croit au progrès. Nous sommes dans la dynamique des Trente Glorieuses, à laquelle Teilhard n'a pas échappé. Ces années qui ont été pour l'Occident un temps d'espérance en un monde meilleur, qu'on fût au fond marxiste ou teilhardien. C'était toujours les lendemains qui chantent. Alors, ce parallèle ne fonctionnait, dernière partie, qu'à condition d'être un peu forcé, comme le parallèle Corneille-Racine. Corneille-Racine, ça va bien si vous prenez le si des Phèdres, bon, on arrive à opposer des choses.
Quand on prend la complexité de Corneille et de Racine, on s'aperçoit que ça devient beaucoup plus compliqué. Bérénice, par exemple, un peu cornélienne, ou Suréna, très très racinien. Bon, c'est la même chose pour Pascal et Teilhard. Toutes sortes d'éléments auraient pu être mis en avant pour nuancer l'opposition ou contester même le principe d'une opposition, faute de réel intérêt ou de pertinence de ces oppositions. Ainsi, Teilhard se défend d'un optimisme béat et il explique à la fin du phénomène humain que s'il ne parle pas du mal, c'est pas qu'il ne croit pas en l'existence du mal, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Il est beaucoup trop évident. Il y a du mal absolument partout. Et donc, il explique que lui, il va essayer de montrer justement où est la lumière. Parce qu'on sort de la Deuxième Guerre mondiale, le mal, je crois qu'on n'a pas besoin d'en faire la démonstration. Et c'est ce qu'il explique. J'en parle pas parce que c'était pas la peine d'en parler. À quoi bon attirer l'attention sur les ombres du paysage, ou insister sur la profondeur des abîmes? Et on est à la dernière page du phénomène humain. Dans les dernières pages. Et l'évidence du mal, il va continuer et il va établir une typologie du mal. Mal de croissance, mal de désordre, mal de décomposition et même un mal de solitude et d'angoisse. C'est ça la dernière page du livre. Mal de solitude et d'angoisse encore, la grande anxiété bien propre à l'homme, celle-là, d'une conscience s'éveillant à la réflexion dans un univers obscur, où la lumière prend des siècles et des siècles à arriver, un univers que nous n'arrivons pas encore à bien comprendre, ni à savoir ce qu'il nous veut. On n'est pas si loin de Pascal que ça, ou alors on est ailleurs. Enfin, voilà. Est-ce qu'il faut vraiment encore comparer ? Quant au pessimisme de Pascal, je ne me permettrai pas de le remettre en question en présence de pascaliens plus éminents que moi qui ont montré que Pascal était avant tout un philosophe du bonheur et de la joie. Je regarde, mais voilà, Gérard, Laurent et Laurence. Autre point, l'un et l'autre sont christocentristes. Teilhard réfute absolument d'être anthropocentrique ou anthropomorphique et il présente des réserves sur ces termes au moment même où il avance la finalité humaine de l'évolution. Dernier point, l'évolution de l'histoire. Et là, c'est Teilhard lui-même qui met en place un antagonisme entre sa propre pensée et celle de Pascal, opposant sa cosmogénèse, j'ai oublié de le mettre, c'est pas grave, à sa cosmogénèse orientée à l'univers statique de Pascal. Il écrit, mais je crois que Gérard l'a cité, la physique du XVIIe siècle était impuissante à faire sentir à Pascal l'abîme du passé. Alors ça, c'est intéressant, parce que Teilhard, qui ne considère que la physique pascalienne, omet la réflexion de Pascal sur l'histoire, la théorie des figuratifs, la convergence des deux testaments vers le Christ, etc. Et pourquoi est-ce qu'il ignorait la théologie de Pascal sur l'histoire? Parce qu'il n'avait pas lu les travaux de Gérard Ferrérol. Et oui, à l'époque, la théologie de l'histoire pascalienne était très peu connue, en fait. Et bah oui, mais il pouvait pas le savoir en fait, à moins de devenir vraiment pascalien, mais il n'avait visiblement pas l'intention de devenir vraiment pascalien. C'était pas trop. Voilà. Donc il y a effectivement une dynamique providentielle de l'histoire chez Pascal qui tendrait plutôt à rapprocher les deux penseurs à l'insu du jésuite. Alors même que Teilhard dit je ne suis pas comme Pascal, en fait, il l'est quand même. Tout est brouillé, tout est parasité. Ça ne va pas bien de faire un parallèle entre Pascal et Teilhard. C'est vraiment très compliqué. L'histoire du monde et l'histoire de la vérité, par exemple. Est-ce que c'est ce que tu disais tout à l'heure? Est-ce que c'est l'histoire de l'Église et l'histoire de la vérité? Est-ce que c'est teilhardien ou pas? Finalement, est-ce qu'il faut même poser la question? Bon. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire? Conclusion. Pascal appelle Teilhard et Teilhard appelle Pascal, écrit Étienne Borne. En fait, ce parallèle est une construction largement artificielle et conçue afin d'affirmer, chez Borne ou chez Pontet, une certaine complémentarité de deux visions opposées du christianisme, attitude qui elle-même constitue en réalité une réponse aux tensions de l'Église à l'époque. Donc le parallèle Teilhard-Pascal, c'était pour parler des problèmes de Vatican II. Bon. Merci. C'est 18h, le grand chef m'avait dit qu'il fallait qu'on ait terminé à 18h, mais on a commencé un petit peu en retard. 5 minutes de retard, et quand même, je voudrais que le dernier mot soit sur le développement économique et le sens de l'histoire. Est-ce que c'est de là que nous sommes partis en tant qu'économistes? Oui. Et peut-être que Pierre aura quelque chose à rajouter sur ce voilà. sujet. Et François Heuvet est de nouveau parmi nous. Je ne sais pas ce qu'il a entendu de nos échanges ou non. Non, alors il parle, mais nous ne l'entendons pas. J'ai manqué une bonne partie, j'ai été coupé presque au début de l'intervention de Bertrand Munier, et j'étais très intrigué par ce second test, justement, donc je n'ai pas grand chose à en dire, parce que c'est coupé à ce moment-là. Et puis j'ai eu juste les quelques
suis là, voilà, j'ai quelques petites choses à rajouter, mais enfin, c'est tout à fait en consonance, à la fois sur la question du mal et sur le christocentrisme théardien, qui est tout à fait évident, sur la nécessité, effectivement, de dialectiser, enfin, de ne pas évidemment, c'est ridicule d'opposer les deux, de se rappeler une petite remarque, la pensée théard est quand même, s'est quand même formée dans les tranchées de Verdun. Je cite ici François Mauriac, la vue la plus optimiste qu'un penseur chrétien ait jamais eu de ce monde criminel aurait été conçue à Verdun. Donc ça dit quelque chose de l'élaboration de la pensée théâtre. Est-ce que la noosphère est une pensée du commerce entre les hommes? C'est une pensée de la relation, c'est une pensée de la mise en relation, oui. Une pensée du commerce, je ne pense pas que... Commerce au sens classique du terme, hein? Oui, oui, dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là, c'est vraiment... je fais un petit bémol, comme tout à l'heure, Gérard Ferrand a dit qu'il n'y avait pas de réflexion politique chez Teilhard. Il y a quelques éléments, il s'est intéressé à la vie politique, bon, pas très développé, mais justement dans le sens du bien commun, dans le sens de la constitution de société. Pour lui, l'accomplissement de l'humanité est dans la vie sociale. Et donc, de ce point de vue-là, la dimension internationale aussi est très présente. À la fin de sa vie, il était très proche du représentant du Saint-Siège et du Point de Réunion. Il s'est beaucoup intéressé à justement l'élaboration d'une mise en relation des nations entre elles. Voilà ce que je pouvais dire pour répondre à la question. Merci. Alors, on est invité à laisser le mot de la fin, au moins pour la table ronde, à un économiste du développement. Oui, puisqu'il y avait développement dans le titre. Alors, je voulais peut-être, pour faire le lien avec notre discussion, rappeler que l'un des paradigmes de ce que Jean-Michel a appelé tout à l'heure la mondialisation heureuse, c'est précisément les bénéfices du libre commerce. Et je crois qu'on est en train d'en revenir, en tout cas de revenir du dogme qu'il y a derrière, de l'approche dogmatique, parce qu'on se rend compte que le commerce non régulé n'atteint pas les objectifs de coordination entre les intérêts égoïstes de l'individu et l'intérêt général. Et donc, ça remet au cœur de l'action le rôle des gouvernements, des politiques publiques, et c'est un petit peu ça qui fait aujourd'hui le cœur à la fois de la réflexion économique, mais aussi des débats politiques qu'il y a dans le monde, puisque, comme vous le savez, le commerce souffre aujourd'hui de l'opposition à la fois en termes de commerce des biens, parce qu'il y a une crainte de la concurrence extérieure et un souci de protéger les activités nationales, mais aussi une difficulté à admettre le commerce des hommes. Et ça me paraît beaucoup plus préoccupant. C'est tout le débat qu'on a sur les migrations, où c'est pas... Ou la GPA, oui. Enfin voilà. Donc je crois qu'il y a un domaine qui mérite bien davantage d'attention, qui est un domaine ancien de l'humanisme, qui est de comprendre les avantages du commerce des hommes. Et de mon point de vue, ça fait aussi partie du développement. Alors, je voudrais terminer simplement en insistant sur le fait que le développement économique est un processus endogène. Et ça me semble relativement pascalien. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les hommes dans leur environnement et il faut avoir une analyse de la réalité dans leur environnement. Et donc, la dynamique du développement ne peut être que déclenchée de façon endogène. Et or, on pense que sur la base de notre expérience, on peut définir les conditions de cette dynamique endogène de l'extérieur. Et ça, je n'y crois pas. Et pour moi, ça amène à deux types de réflexions. La première, c'est que si on veut, de l'extérieur, aider le développement, il faut aider à la construction de capacités locales, y compris en matière de réflexion et de recherche, parce que la connaissance venant de l'extérieur, qui n'est pas intermédiée, localement, ne sera pas utilisée. Et il y a d'ailleurs une pensée de Pascal, je l'ai notée, je vais essayer de la retrouver parce qu'elle me semble très, très importante. C'est ça qui...
Voilà, c'est dans l'alias ennui. Il dit « On se persuade mieux pour l'ordinaire par les raisons qu'on a trouvées soi-même que par celles qui sont venues dans l'esprit des autres. » Ça, je crois que ça devrait être au cœur de notre réflexion sur le développement. Et c'est d'ailleurs dans les principes de Paris sur l'efficacité de l'aide, c'est ce qu'on appelait l'ownership, mais on ne le prend pas au sérieux dans l'action. Et puis le deuxième point, c'est d'avoir la modestie de considérer que l'intervention extérieure ne peut avoir qu'un rôle utile, c'est celui d'un catalyste. Et ça, on ne sait pas tellement le formuler ni le mesurer. Donc voilà. Ah oui. Alors, oui, je profite de mon statut pour rebondir sur ce que vous dites qui m'intéresse particulièrement. Il y a un texte dont on ne perçoit pas toujours à quel point il est économique, c'est le texte sur le mot haïssable, puisque le texte sur le mot haïssable est en fait un texte sur le principe d'honnêteté et la manière dont on s'entend pour faire coexister des mots opposés les uns aux autres. Voilà. C'est un texte long, on n'en cite qu'une formule, c'est un dialogue entre Miton et un porte-parole de Pascal. Mais ce qui me frappe en vous entendant, c'est que dans ce texte sont mis en parallèle les deux méfaits de ce développement. Je crois qu'on pourrait l'appeler exogène, qui consiste à fonder une communauté sur la base d'une forme de commodité. Donc on arrive à mettre en place une commodité, mais cette commodité reste une injustice. Voilà. Donc ces moi qui ne sont plus les ennemis les uns des autres, ne sont plus incommodes les uns aux autres. Mais Pascal oppose, vous avez ôté l'incommodité, vous n'avez pas ôté l'injustice. Et je vois, ou est-ce que c'est par mes obsessions propres, je vois une espèce de parenté avec ce que vous êtes en train de dire, d'une sorte de processus un peu artificiel, décrété de l'extérieur, qui consiste à faire coexister des choses qui apparemment n'avaient aucune envie de coexister et que grâce à notre savoir-faire, on va faire coexister, et un véritable processus que j'appellerais endogène avec vous, et là je crois que l'expression est très belle, qui serait celle d'une échappée à l'injustice, ce qui pour Pascal est tout à fait autre chose. Et je pense que ce texte, qui est un texte sur le commerce aussi, mais c'est un texte sur le lien social. Deux formes de liens sociaux, ou de façon de faire un lien social, une façon artificielle qui lisse les aspérités et une façon qui transforme. Voilà. Il me semble qu'on n'aurait pas, je suis assez d'accord, mais on n'aurait pas ce problème si on savait ce qu'est la justice. Ce qui fait qu'on doit être pascalien dans ce sens, c'est comme Pascal, reconnaître qu'on ne sait pas ce qu'est la justice, et donc on est obligé de passer par la compréhension locale de la justice. Alors il y aura peut-être un sens de l'histoire, il y aura peut-être un développement de l'histoire. Là, Pascal a une proposition très claire, très nette, mais ça nous amènerait trop loin. Et je n'ai pas encore du tout donné la parole à la salle, il est déjà un peu trop tard, mais peut-être une question ou deux questions sont acceptables. Mais moi, je ne suis que délégué. Voilà. Je n'ai pas pu te redonner la parole. On n'a pas le temps de redévelopper des points. Heureusement, tu les as exposés. Ouais, mais j'aurais bien aimé qu'on revienne sur le projet de amendement. C'est ça, Alors, ma question n'est pas encore posée. Et j'aimerais savoir exactement pourquoi se fait la direction à la force de communication donnée, par exemple, sur un livret, par exemple, sur l'information de Blaise Pascal, ou des fois, il peut y avoir une communication d'un livret devant, derrière, et un peu un choix au milieu sur des vidéos ou des réunions, des événements prochains. La question est un peu doublée, en fait, savoir s'il existe des petits livrets un peu en proche à une suite à ce moment partagé. Alors, je laisse les organisateurs répondre à cette question. On n'a pas encore fini ce colloque. La question est prématurée. Bon, mais les informations seront données. Bon, d'accord. Ouais. Alors. Oui, juste un détail pour rebondir sur l'intervention de Pierre Jacquet. Je pense qu'il y a un auteur qui a beaucoup discuté de ces questions, qui est un des fondateurs de l'économie du développement, qui est Albert Hirschman. Et Hirschman a fait à la fois une critique de ce qu'il appelle le Visiting Economist Syndrome, le syndrome du
de l'économiste, Oui. des money doctors, de l'économiste qui arrive Oui. et donne des leçons, et une défense de ce qu'il appelle les rationalités cachées, Oui. avec en toile de fond, et c'est là qu'on retrouve un élément qui a été discuté lors de la précédente table ronde, l'idée que les enjeux politiques entre le Nord et le Sud sont des enjeux de rapport de force. Et que c'est autour de cette question des rapports de force qu'il convient de déconstruire, puisque c'est le mot qui a été lancé par Tony et qui est repris cet après-midi, ces anciennes théories du développement. Bien, écoutez, Plus rien sur le second best. Et puis on s'arrête. et on s'arrête après le second best. Ça sera le last best. The second and the last. Oui. Sur le second best, je crois que ce que j'ai entendu à la fin de la table ronde précédente de l'intervention de notre ami qui était là, comment il s'appelle, l'ancien directeur de oui, c'est ça. Et du débat sur la conception de l'économie de Pascal est-elle, la conception de Pascal est-elle une conception pessimiste ou optimiste? Je crois que le second best donne une clé. Pascal n'est pas pessimiste. Il n'abandonne pas l'idée de progrès et de faire mieux, même après la chute, hein, puisque la contrainte du second best de Pascal, c'est la chute. Hein, voilà. S'il n'y avait pas eu la chute, on serait dans la possibilité d'avoir la communauté des biens, etc. Mais il y a eu la chute. Alors, à partir de là, il faut quand même retisser un lien. Et il ne faut pas abandonner l'idée de le faire, et ça va se faire, et ça apporte des améliorations, mais évidemment, ça n'est pas ce qui se serait passé si l'homme avait gardé la première délectation. Simplement, ce que j'ai oublié de dire, c'est que, à la fois chez Pascal et chez Teilhard de Chardin, l'idée que la catalaxie ne peut pas être sans contrôle et sans barrière existe. C'est-à-dire que c'est la différence avec Hayek, où Hayek dit ça se passera tout seul, l'État, on n'en a pas besoin. C'est pas du tout le cas ni chez Hirschman, ni chez Teilhard, ni chez Pascal. Et donc je crois que c'est... Merci. Gérard Ferrol veut nous donner une dernière citation de Pascal qui nous servira de conclusion. Oui, qui va tout à fait dans le sens de ce que vous avez dit et dans le sens d'un relatif optimisme de Pascal. C'est dans une lettre où il dit « il faut se servir du lieu même où nous sommes tombés pour nous relever de notre chute ». Très belle citation qui mérite vraiment de servir de conclusion à cette table ronde, dont j'espère que malgré son côté incongru, elle a quand même satisfait votre curiosité et alimenté votre réflexion. Et pardon, et je remercie, oui, c'est le malheur des personnes qui sont derrière un écran, donc je remercie sincèrement d'avoir eu la patience de nous écouter et d'intervenir, solliciter un peu à tort et à travers, et de nous avoir fait bénéficier de sa réelle connaissance du père Teilhard de Chardin. Donc merci à l'assistance et merci à vous aussi. Je crois que Laurence ne voulant pas parler, je vais Eh ben. dire un mot. Mais comme nous avons déjà pris du retard, je ne voudrais pas prolonger votre séjour dans cette salle. Simplement ajouter les remerciements et de Laurence et du Centre Blaise Pascal et de moi-même au nom de la FERDI pour votre assistance et surtout la contribution passionnante des différents intervenants, la vivacité des débats. Nous aurions pu rester plusieurs jours à prolonger ce débat. En tout cas, je crois que c'est pour nous un sujet de réflexion et de poursuite de nos réflexions, et en particulier pour nous économistes sur le développement. On a cru qu'on s'en éloignait à un moment aujourd'hui, mais on y est bien revenu, notamment avec le rattrapage, le raccordage de Bertrand et de Pierre. Et merci aux Pascaliens de nous avoir tellement bien suscité
grâce à Pascal, bien sûr, et un peu aussi grâce à Teilhard. Merci beaucoup aux uns et aux autres, et puis revoyons-nous pour poursuivre le débat, sinon par oralement, mais aussi peut-être par écrit, parce que j'aimerais bien qu'il reste quelque chose d'écrit de cette journée. Merci.